Bonjour à toutes et tous. On est déjà plusieurs centaines, du coup, on va pouvoir commencer cet événement de présentation des rapports intermédiaires sur les mondes virtuels et les réseaux. Euh, Ce qu'on va faire, du coup, c'est vous présenter rapidement, alors vous représentez le GIFT pour les personnes qui ne sauraient pas exactement de quoi il s'agit, et ensuite vous présenter le déroulé de la journée, qui va y avoir 2 temps, dont cette première présentation, puis les premiers résultats des rapports, et ensuite passer à la partie atelier. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les résultats d'un travail qui a commencé au début de l'année, qui est piloté par Hugues Verboeck, notre chef de projet numérique depuis de nombreuses années au Shift, Marlène Debanque, qui est ingénieure recherche sur ces 2 projets, sur le monde virtuel et les réseaux, et moi-même, qui coordonne le programme numérique au Shift. On a été accompagné par 2 groupes de travail qui font en gros une quinzaine de personnes sur tous les travaux qui vont vous être, dont les résultats intermédiaires vont vous être présentés juste ensuite. Par faire le laïus habituel du Shift pour replacer qui on est, d'où on parle et pourquoi on s'intéresse à ces sujets et pourquoi on se permet de parler sur ces sujets, de s'exprimer dessus. Donc on a un think tank, une association loi 1901, créée en 2010, dont l'objectif est d'éclairer et d'influencer les débats au niveau français et européen à minima sur la décarbonation et la transition en vue de l'affranchissement de l'économie des énergies fossiles. On est reconnu d'intérêt général et notre méthode, elle s'appuie sur la rigueur scientifique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les données et les documentations qui existent sur un sujet, on les synthétise et on en tire les grands ordres de grandeur à avoir en tête et les grands axes d'action à mobiliser pour décarboner l'économie, donc pour prendre nos systèmes et les modifier en profondeur au bon niveau quantitatif par rapport aux objectifs. Ensuite, on utilise tous ces résultats pour que les acteurs, les parties prenantes des secteurs qu'on adresse puissent s'en ressaisir. Et du coup, aujourd'hui, c'est une étape intermédiaire de ce travail. L'idée étant de vous présenter les approches qu'on a commencé à développer sur les 2 sujets, monde virtuel et réseau, pour que vous nous aidiez à les finaliser de manière à ce que vous, les acteurs concernés, puissiez vous en ressaisir ensuite. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça, y compris au numérique? Les lunettes du Shift, c'est la double contrainte carbone, à savoir à la fois l'enjeu climatique et l'enjeu énergétique en tant que tel. L'enjeu climatique, c'est un budget carbone qu'on s'est fixé pour ne pas dépasser les 2 degrés, parce qu'au-delà, on ne sait pas comment nos systèmes sont capables de réagir, et on veut éviter la casse au maximum. Ce budget-là, ça nécessite de transformer nos activités pour ne pas le consommer trop vite d'ici 2050 et 2100. Du côté énergie, l'idée c'est de s'affranchir des énergies fossiles. D'une part parce que, évidemment, consommer des énergies fossiles émet du carbone et donc nous fait consommer du budget carbone, et donc nous affaiblit face aux enjeux climat. Mais de l'autre, il y a une contrainte en tant que telle du côté de l'approvisionnement énergétique, où les énergies fossiles sont des énergies qui sont tendues d'un point de vue géologique, géopolitique, technique, économique, et les approvisionnements dans les prochaines dizaines d'années vont fluctuer, vont devenir plus tendus. Donc l'idée, c'est d'affranchir au maximum nos économies de ce qui émet du carbone et de ce qui l'irrigue complètement aujourd'hui, à savoir les énergies fossiles, pour augmenter sa résilience vis-à-vis des aléas des prochaines décennies. Voilà donc le contexte et les lunettes qu'on va utiliser aujourd'hui pour parler du numérique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter en une petite heure les résultats intermédiaires et surtout en fait les approches et les méthodes qu'on a construites pour traiter les questions des mondes virtuels et des réseaux. Ensuite, on va répondre à quelques questions qui vont être posées. Donc, vous avez une partie questions-réponses dans le webinaire, dans laquelle vous pouvez poser vos questions, on essaiera d'y répondre au maximum. Et ensuite, pour les personnes qui ont pu être retenues aux ateliers collaboratifs, il y aura 4 ateliers sur les réseaux et sur les mondes virtuels. Et ensuite, une synthèse avec la plénière des personnes qui auront participé aux ateliers en conclusion. On n'a pas pu, avant de passer la parole à Hugues pour nous introduire le programme numérique et notre approche depuis ces 6 dernières années, on n'a pas pu retenir tout le monde dans les ateliers collaboratifs parce qu'on a une affluence qui nous honore et qui est au-dessus des capacités logistiques d'accueil qu'on a pu avoir sur la partie atelier. Donc on a sélectionné le maximum de personnes qu'on pouvait. En tous les cas, ces ateliers, c'est pas une expérience en une fois pour recueillir vos avis. L'idée, c'est d'ouvrir les débats, c'est de mettre
une première fois en discussion nos résultats. Il y aura des comptes rendus de ces ateliers et vos retours sont les bienvenus par mail. Les mails sont disséminés dans cette présentation, dans les rapports intermédiaires, pour nous faire vos retours sur les livrables. Ces retours, on va les intégrer au maximum et les discuter durant la phase de finalisation du premier trimestre, en gros, 2024, au fil de l'eau. Si vous n'avez pas pu être venu aux ateliers, n'hésitez surtout pas à nous transmettre vos retours quand même, ils sont précieux, et du coup, on n'a pas vocation à les ignorer. Voilà pour du coup le déroulé de la journée et depuis où on parle, et du coup, je vais passer la parole à Hugues Ferbeuf, pour qui nous dessine un peu le contexte et l'approche générale du programme numérique Au-Shift. Bonjour à tous. Maxime, est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, tout à fait. Bon. Donc je renouvelle ce que Maxime a dit, et donc on est très content et en même temps très honoré de vous voir si nombreux et intéressés donc par ces deux rapports. Ce que je vais essayer de faire dans les 12 à 15 minutes qui viennent, c'est d'essayer de recontextualiser cet exercice, ces travaux, et d'expliquer finalement qu'est-ce qui nous a amené à sélectionner ces sujets et avec quels objectifs. On peut passer au slide suivant. Donc, le premier point que je vais développer dans un instant, c'est que le sujet du numérique et de l'environnement, qui était un sujet plutôt de niche lorsqu'on a commencé à s'y intéresser en 2017, est devenu un sujet politique, en tout cas en France et partiellement en Europe. Et c'est une des raisons qui ont fait que on a décidé de changer d'échelle dans notre action sur le numérique et de passer d'une approche projet à une approche programme, et donc dans laquelle s'intègrent ces travaux sur les réseaux et les mondes virtuels. Le troisième point sur lequel j'insisterai, c'est que il faut absolument avoir une approche systémique de tous les sujets numériques, et puisque comme Maxime, je pense, le développera dans sa présentation, il y a en fait de fortes interactions entre non seulement les acteurs du secteur, les acteurs et les clients, mais également entre les usages et les offres. Et enfin, je finirai par un résumé très très court donc de ce que vous allez ensuite entendre sur ce qu'on a fait sur les mondes virtuels et les réseaux, et expliquer que ce qu'on cherche à faire avec ces sujets, c'est de se placer dans une posture d'anticipation et non plus simplement de constat. On peut passer au slide suivant. Voilà, donc vous avez ici un historique succinct en fait de la façon dont le sujet numérique et environnement s'est peu à peu inscrit dans le discours public, mais également maintenant dans un certain nombre de décisions, que ce soit des décisions d'entreprise ou des décisions de l'État. Alors sur les quatre rectangles du haut, vous voyez dans la partie supérieure ce qui concerne ce qui s'est passé en France, et puis en dessous ce qui s'est passé en Europe. Et il est vraiment fondamental d'avoir cette double lecture, parce que dès qu'on travaille sur le sujet numérique et environnement, on s'aperçoit, ne serait-ce que du fait que les acteurs dominants aujourd'hui sont extra-européens, on ne peut envisager d'avoir une action véritablement efficace que si des mesures sont prises non seulement au niveau français, mais au niveau européen. En même temps,
la France est en avance de phase sur la majorité des pays européens et donc il est tout à fait intéressant de pouvoir s'appuyer sur ce qu'il fait en France pour essayer de répliquer, éventuellement en les adaptant, les mesures et les initiatives qui ont été prises en France. Donc, les points qui font que ce sujet est devenu un sujet politique au sens positif du terme, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne conteste le fait que le numérique a une empreinte environnementale qui est à la fois significative et en forte croissance. Et c'est le secteur dont la croissance de l'empreinte est le plus fort. Et deuxièmement, que cette tendance est absolument structurelle, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rêver à des gains d'efficacité énergétique qui permettraient de résoudre le problème. En fait, le sujet est beaucoup plus compliqué que ça, et la dynamique qui est en place ne pourra pas s'inverser simplement en attendant que le marché évolue. Et donc, il faut effectivement aider à la transformation de la dynamique du système grâce à des politiques publiques. Et au sein des entreprises, ça passera par une transformation non seulement des offres, mais également des modèles d'affaires. Les constats que je viens de faire, ils sont très présents en France, ils sont de plus en plus présents en Europe, malheureusement, ils sont encore très peu en Asie, aux États-Unis. Et donc, la façon dont l'Europe peut agir, c'est de s'appuyer sur la force de son marché intérieur, comme elle a pu le faire, notamment vis-à-vis des GAFAM, sur d'autres sujets, avec les directives qui sont entrées en vigueur cette année. Et les derniers deux points, c'est que l'apport du numérique à la décarbonation d'autres secteurs est possible, et on n'a jamais dit le contraire. En même temps, on a fait partie de ceux qui ont dit que il fallait ne pas généraliser et tout à fait être attentif aux conditions qui permettent d'exploiter ce potentiel de décarbonation. Et enfin, dernier point, et ça justifie complètement le fait que le numérique sur l'environnement soit devenu un sujet politique, c'est que au bout de la réflexion, on voit bien qu'un certain nombre de décisions renvoient à la question de la place du numérique dans le modèle de société qu'on va identifier comme souhaitable, et c'est la raison pour laquelle, dans la note d'analyse qu'on a publiée au mois de mai, on a souhaité appeler à un débat citoyen informé sur le sujet, qui est indispensable dans une démocratie pour opérer cette transformation. Slide suivant. Donc quelques chiffres, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais les trajectoires tendancielles ne sont clairement pas, je dirais, compatibles avec les objectifs de réduction globale des émissions, hein, puisque dans le monde, l'empreinte carbone numérique augmente de l'ordre de 6% par an. Et en France, la dernière étude de l'ADEME ARCEP montre que si on ne change pas les choses, l'empreinte carbone du numérique en 2030 sera probablement supérieure de quasiment 50% à celle qu'elle est en 2020. En même temps, par rapport à ces tendances donc, qui sont clairement délétères, commencent à apparaître des engagements sur des objectifs. Et le secteur numérique en tant que tel, via l'UIT, s'est engagé notamment auprès de la Science Based Target Initiative à une réduction de 45% de son empreinte carbone de 2020 à 2030. Et c'est sur la base de cet objectif que, en ce qui nous concerne, nous souhaitons que dans l'objectif, dans la trajectoire qui sera définie pour le numérique dans la SNBC 3 l'an prochain, on s'approche le plus possible de cet objectif de moins 30%, moins 30 au lieu de moins 45%, tout simplement parce que des gains dans le monde qui sont faits par une forte décarbonation d'une électricité qui est très carbonée aujourd'hui, évidemment, vont être plus faibles en France, parce que même s'il y a des gains, ils seront moins forts. Mais on voit bien, en comparant les chiffres du haut et les chiffres du bas,
que l'effort qui est à faire est tout sauf incrémental et que la réussite ne peut passer que par une transformation profonde du secteur. Slide suivant. Alors, cette évolution donc, et cette inscription finalement du numérique et de l'environnement dans la réflexion citoyenne et politique nous a fait réaliser que finalement le deuxième axe qui constitue notre activité, c'est-à-dire un axe de portage et de lobbying où on va un petit peu urbi et torbi expliquer les constats et les recommandations que l'on fait dans nos rapports, eh bien, il fallait absolument que cette activité devienne pérenne, récurrente et puisse prendre en compte à la fois ce qu'on a déjà expliqué. Donc aujourd'hui, on a publié 4 rapports plus une note d'analyse donc cette année, mais une partie plus importante de notre activité consiste à faire partie par exemple d'un certain nombre de comités permanents dans des institutions diverses où finalement, tout le monde le sait, l'enfer est dans les détails et donc c'est souvent dans des réunions relativement techniques que vont se jouer des décisions assez structurantes. En même temps, l'attention des médias sur le sujet ne se démentit pas et donc on a une obligation d'être organisé et disponible par rapport à ces opportunités. Et puis enfin, lorsqu'il y a des initiatives prises par le gouvernement ou par des parlementaires, bien évidemment, il faut pouvoir faire preuve d'une réactivité et c'est grâce à cette approche de programme qu'on peut le faire. En même temps, nous devons continuer notre activité d'études et de recherche, tout simplement parce que les évolutions technologiques dans le secteur du numérique sont tellement rapides qu'il faut absolument, d'une part, avoir cette veille pour pouvoir rester pertinent, et d'autre part, il faut finalement, si on veut pouvoir modifier le tendanciel, s'intéresser aux innovations qui arrivent et qui ne sont pas encore, je dirais, suffisamment développées pour qu'on ait encore une chance en fait d'impacter la vitesse et la magnitude à laquelle elles vont se répandre. Et donc c'est pour cela que dans ce volet études et recherches, on a décidé de s'intéresser à des choses qui commencent à exister, qui ont un impact potentiel fort sur l'évolution de l'empreinte carbone du numérique, mais qui en même temps sont à un stade suffisamment amont pour avoir une possibilité réelle d'influence sur ce qu'il va en advenir. C'est donc pour ça qu'on a choisi les sujets métavers, monde virtuel d'une part et 6G réseau d'autre part en 2023 parce que, et vous le verrez dans un instant, ces deux sujets ont, selon la façon dont ils vont se réaliser, peuvent avoir un impact tout à fait important sur l'empreinte carbone et énergétique. Et rien n'est encore tout à fait définitif, mais pour 2024, les sujets qu'on a pré-identifiés concernent d'une part donc les disséminations de la puissance de calcul, notamment avec l'IA et la décentralisation de l'IA, et puis par ailleurs essayer d'identifier les conditions d'un secteur numérique véritablement contributif, et donc aller plus loin dans cette analyse de la transformation nécessaire et des modèles d'affaires et du cadre de régulation. Slide suivant. Donc, je faisais allusion tout à l'heure au fait qu'il est tout à fait indispensable d'avoir une démarche systémique à chaque fois qu'on aborde un de ces sujets.
Et je vais évidemment pas commenter en détail le schéma que vous avez à l'écran, mais on voit bien qu'il y a des interactions fortes en fait entre les usages et les offres, entre le développement des usages et un certain nombre de progrès technologiques qui souvent se traduisent par des baisses des coûts et provoquent, si on ne fait rien contre, un certain nombre d'effets rebonds. Et c'est d'autant plus vrai que une partie importante en fait des fournisseurs de produits et de services numériques comptent en fait sur ces effets rebonds pour doper leur croissance économique. Et donc ce schéma est simplement pour dire que c'est vraiment notre cadre de référence à chaque fois que l'on aborde un sujet, et c'est vrai à la fois donc pour ce qui nous occupe aujourd'hui, dans le cas des mondes virtuels et dans le cas des réseaux. C'est le suivant. Voilà, et donc avant de passer la main, donc tout d'abord à Marlène qui va vous parler des mondes virtuels et ensuite à Maxime qui va vous parler des réseaux. Finalement, le point commun à ces deux sujets, c'est vraiment de chercher à anticiper plutôt que de constater. En ce qui concerne les mondes virtuels, eh bien, les technologies existent, se développent, elles mûrissent, mais le métavers en tant que tel reste à définir. Bon, il y a la vision qui a été plus ou moins exprimée par Meta, mais il y a aussi quasiment chaque acteur de l'industrie numérique a sa vision du métavers ou des mondes immersifs. Et donc, d'une certaine façon, c'est aussi ce qui crée pour nous une opportunité de délivrer un message qui peut avoir de l'impact. C'est donc d'éclairer finalement les conséquences des choix qui sont encore possibles. Et donc, par exemple, quelles sont les déclinaisons de monde virtuel que l'on peut se permettre d'adopter si on veut avoir les meilleures chances que le monde réel se porte du mieux possible et donc le changement climatique soit le moins fort possible. Et donc la façon de faire ça, eh bien, c'est de proposer des outils que nous mettrons à disposition des décideurs, qu'ils soient politiques en France ou en Europe, mais également au sein des entreprises pour finalement éclairer les choix qu'ils seront amenés à faire. Et en ce qui concerne les réseaux, il se trouve que notre réflexion coïncide en fait notamment avec une réflexion d'envergure qui est engagée au niveau européen sur les réseaux du futur. On se rend compte d'ailleurs que la définition de ces réseaux du futur s'appuie beaucoup en ce moment sur le fait qu'ils auront à émuler des mondes virtuels et des services basés là-dessus. Et donc, il est tout à fait justifié finalement de voir, d'essayer d'anticiper les conséquences sur les stratégies de déploiement de réseau du développement de services tels que les mondes virtuels. Et deuxièmement, et là aussi, il s'agit de proposer et de délivrer un modèle qui soit utilisable non seulement dans le contexte français, mais également dans le contexte européen, et qui permettra d'éclairer les choix et d'éviter finalement que les discussions relatives à la 6G soient du même type que celles qui ont eu lieu en 2020, quand la 5G a dû se déployer, où finalement chacun s'échange des arguments sans qu'il y ait une plateforme commune permettant d'objectiver un certain nombre d'affirmations et d'éclairer les conséquences. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps et je passe la parole à Marlène. Quel monde virtuel pour quel monde réel? Un instant, désolé. Alors, c'est un projet qui est initialement basé sur les investissements massifs et l'annonce de Meta
en 2021. Annonces et investissements qui ont suscité un engouement à minima dans les premiers mois et à minima dans l'écosystème numérique. Aujourd'hui, fin 2023, on peut dire que cette excitation première pour les métavers est retombée. Néanmoins, c'est un sujet qui reste d'actualité puisque de nombreuses entreprises ont lancé des développements technologiques pour donner plus de capacité à ces mondes virtuels. Et dans d'autres entreprises, les développements technologiques avaient démarré depuis de nombreuses années et ont pu profiter d'un regain d'intérêt. Dans la sphère politique, comme le précisait Hugues, le sujet est maintenant structuré autour des mondes virtuels à l'échelon européen et autour des technologies immersives à l'échelon national. Rien que sur ces premiers points introductifs, je vous invite déjà à consulter notre rapport intermédiaire et à nous faire des retours si vous en avez, pour que nous dédions l'essentiel de cette présentation aux conséquences énergétiques et climatiques des mondes virtuels. Et plus largement, vous allez le voir dans la suite de cette présentation, on a voulu avoir une approche qui soit robuste à des changements de nom, de dénomination et à ces phénomènes d'engouement. Alors finalement, on a là une proposition de nouveaux usages, que ce soit métavers, technologie immersive, monde virtuel, pour un système numérique qui est déjà soumis dans son ensemble à l'épreuve de la contrainte énergétique et climatique. Et donc c'est ça qui nous interpelle et qui nous a conduit à nous poser la question suivante. L'offre monde virtuel a-t-elle une conséquence sur la consommation électrique et l'empreinte carbone du système numérique ? Alors, on a commencé avec quelques études de cas et quelques premiers calculs, et ça nous a conduit à reformuler cette question en, selon les caractéristiques des mondes virtuels, notre système numérique peut-il être sobre et résilient ? Et qui sera encore reformulable en comment la double contrainte carbone, que présentait Maxime en introduction, nous impose d'arbitrer entre les différentes options de développement technologique et quelles questions se poser lors de cet arbitrage. Alors, dans les deux dernières questions que vous voyez, j'ai utilisé de manière presque interchangeable les termes caractéristiques des mondes virtuels d'un côté et options de développement technologique des mondes virtuels. Et je vais continuer de le faire dans la suite de cette présentation, mais en privilégiant le terme caractéristiques des mondes virtuels selon que je me place du point de vue de l'utilisateur et options de développement technologique des mondes virtuels quand je me place du point de vue de la conception et de l'offre. Et donc finalement, nous avons choisi comme sous-titre à notre rapport « Orienter nos choix technologiques vers la sobriété numérique ». Alors cette présentation, elle va être en 3 temps. Un premier dans lequel on va définir notre approche des mondes virtuels pour répondre justement à ces questions. Puis on va s'en servir en travaillant sur les effets des mondes virtuels induits sur le système numérique et les conséquences énergétiques et climatiques. Et enfin, on va vous présenter une étude de cas qu'on a intitulée la métaconférence, qui décrit la généralisation de services, de réunions et de conférences immersives en ligne. Alors, notre approche des mondes virtuels, elle a été duale parce que d'un côté, on avait besoin d'avoir une approche qui soit suffisamment proche du côté technique pour pouvoir ensuite aller vers des quantifications énergétiques et climatiques. Et en même temps, on avait aussi besoin d'avoir une approche qui soit suffisamment proche des usages qui sont synonymes de services rendus, pour qu'on puisse justement réfléchir à la place de ces usages. Du côté, on va dire, le plus technique, on a défini les mondes virtuels comme une caractérisation construite par somme des caractéristiques que vous voyez à l'écran. Donc, certaines de ces caractéristiques ont pour vocation de décrire les interactions entre monde virtuel et monde réel. C'est le cas des deux premières, de coexistence physique et numérique et d'immersion. La caractéristique de simultané, elle, a pour vocation de décrire le fait qu'on veuille des interactions de plus en plus rapides. Celle de localisation a pour objectif de réfléchir à l'endroit depuis où on accède au monde virtuel. La caractéristique de persistance décrit le fait que même en l'absence de l'utilisateur, le monde virtuel continue d'exister. La caractéristique de virtualisation décrit la richesse et la complexité de ce monde virtuel. La commercialisation permet de s'interroger sur les outils qui peuvent consommer de l'énergie, mais qui vont permettre l'offre et le déploiement de ces usages. Et enfin, dernière caractéristique, et non pas des moindres, le fait que quelquefois, pour rendre le service qu'il a promis, ce monde virtuel aura besoin d'avoir une taille suffisamment importante. Et donc finalement, avec cette caractérisation, on vient définir un monde virtuel comme étant un produit, un service, une application qui présente tout ou partie de ces caractéristiques et éventuellement à des degrés divers.
Et donc ça nous donne la marge de manœuvre suffisante finalement pour pouvoir les étudier assez finement. Et de l'autre côté, du côté des cas d'usage, donc on a listé une dizaine de cas d'usage. Ça va de la conférence, réunion en ligne, des jeux vidéo, réseaux sociaux, éventuellement avec différentes modalités selon depuis où on y accède, des achats en ligne, les jumeaux numériques, les expériences culturelles, la pornographie, la formation et l'apprentissage, la santé, l'administration et les services en ligne. Et donc, avec ces deux approches, on va maintenant pouvoir se pencher sur leurs conséquences environnementales. Alors, ce que je vous montre là à l'écran, c'est le résultat de nos premières analyses. Et donc, on a appelé cette représentation la matrice usage-système numérique. Alors, si on cherche à la décrire, on va commencer en partant du centre. Vous voyez au centre un continuum de monde virtuel, donc qui présente tout ou partie des caractéristiques, comme je vous disais précédemment. Caractéristiques qui sont dans le deuxième cercle. Et ensuite, le troisième cercle, vous allez y voir des mécanismes qui permettent de passer des caractéristiques aux effets induits sur le système numérique. Donc, dans la partie bleue, vous voyez justement les différents tiers du système numérique, centres de données, réseaux, terminaux, qu'on utilise justement pour décrire l'empreinte environnementale du secteur numérique. Donc cette représentation, je vais vous en parler sur un cas d'exemple et ensuite, si vous avez des retours, vous pouvez nous les formuler et nous serons très heureux de pouvoir les prendre en compte. Alors pour se familiariser avec cette représentation, je vais vous décrire l'exemple de la plateforme de jeux en ligne Fortnite qui séduit aujourd'hui 200 millions d'utilisateurs différents par mois et 8 millions en simultané. C'est une plateforme dans laquelle il y a différents modes de jeu. Un, par exemple, qui est le mode Battle Royale, dans lequel il s'agit d'être le dernier survivant. Ce sont des parties courtes avec des nombres d'utilisateurs restreints. Il y a un autre mode de jeu qui s'appelle le mode de jeu bac à sable, dans lequel les utilisateurs vont pouvoir créer leur univers. Et donc, maintenant, je vais utiliser cette matrice pour décrire ce jeu et je vais faire ça dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je commence par l'immersion et la coexistence physique et numérique, pour le cas du jeu Fortnite, ça passe par des terminaux relativement ordinaires. Un ordinateur avec un écran, une console avec une télé et aujourd'hui un smartphone. Néanmoins, on peut être tenté d'acheter un nouvel équipement juste pour jouer à ce jeu vidéo. La simultanéité, c'est quelque chose d'important, notamment pour le mode de jeu Battle Royale, dans lequel les actions doivent être rapides. La localisation, c'est aussi quelque chose d'important avec l'arrivée de l'option de jeu sur smartphone. Et donc, on peut vouloir et pouvoir jouer à ce jeu vidéo en mobilité. La persistance, dans le cadre du jeu bac à sable, elle est complète. Dans le cadre du jeu Battle Royale, l'environnement n'est pas persistant, les parties se remettent à jour. En revanche, on pourrait considérer que ce qui est persistant, c'est l'avatar, puisque toutes les actions de jeu sont collectées pour pouvoir être analysées et proposer de meilleures expériences de jeu à l'utilisateur. Et donc là, on voit le lien avec la caractéristique de commercialisation. Pour ordre de grandeur, les données collectées par mois pour le jeu Fortnite, c'est 5 pétaoctets. Pour ce qui est de la virtualisation, donc tout le rendu de l'univers et les interactions entre avatars vont nécessiter un ensemble de calculs sur les centres de données, dont le résultat peut éventuellement être renvoyé sous forme de flux vidéo aux joueurs. Pour ce qui est de la taille, le cas Battle Royale n'a pas besoin d'avoir une taille grande pour fonctionner. En revanche, dans le jeu bac à sable, il peut y avoir des événements qui ont vocation à accueillir plus de 100 millions d'utilisateurs en même temps. Voilà, donc on s'est servi de cette représentation pour essayer de décortiquer ce jeu. Et donc, ce que ça nous met en évidence, c'est quelques grandes tendances. Les centres de données pour la collecte de données et l'usage en mobilité qui vient mettre sous pression les smartphones, les calculs déportés sur les centres de données et les réseaux mobiles. Et donc, cette représentation, on a envie de s'en servir finalement comme un outil pour nous permettre de nous projeter sur des dynamiques qui tiennent compte de l'infrastructure et qui tiennent compte aussi du temps long après adoption des usages. Et donc finalement, les questions auxquelles on a envie de répondre avec cette représentation, c'est parmi ces directions technologiques, lesquelles nous amènent vers une consommation accrue de terminaux, lesquelles sont les rouages de l'inflation des volumes de données et lesquelles exercent une pression sur l'extension des infrastructures réseau.
Et pour ce qui est de la dernière question, il ne vous aura pas échappé qu'on travaille en même temps sur les réseaux. Et donc, ce qu'on va faire, ce qu'on a commencé à faire, c'est de lister les spécifications que les mondes virtuels pourraient avoir sur le développement des réseaux mobiles. Et donc, en voici quelques-unes. Il y a des exigences de débit descendant et de débit montant qui sont augmentées à cause de l'immersion. Des exigences de latence, à la fois à cause de la simultanéité, mais aussi pour profiter de meilleures expériences immersives. Il peut y avoir une modification de la demande, à la fois en quantité, puisqu'on vient proposer des nouveaux usages, mais aussi d'un point de vue spatial et temporel, selon où et quand se font ces usages. Il y a aussi une modification de l'architecture, des calculs qui n'ont pas forcément lieu sur le terminal des utilisateurs, pas forcément lieu sur de grands centres de données, mais qui pourraient avoir lieu sur de nouveaux centres de données qui viendraient s'implanter au plus proche des utilisateurs. Tout ça peut avoir un impact sur les réseaux et un impact au moment du choix des technologies réseau, du choix des fréquences, des fonctionnalités qui sont mises en œuvre sur les réseaux ou des paramétrages de fonctionnalités, par exemple la priorisation de certains flux par rapport à d'autres. Et donc, on va avoir envie, dans le projet sur les réseaux, de venir quantifier ça pour voir l'impact qu'auraient certains mondes virtuels sur le développement des réseaux. Voilà pour cette deuxième partie. Et donc, je passe maintenant à la troisième partie, qui est l'étude du cas, la métaconférence. Alors, on s'est donné une méthodologie en 3-4 étapes qu'on va dérouler maintenant. Dans la première étape, ce qu'on cherche à faire, c'est d'écrire le cas d'usage que l'on étudie, le scénario de référence et le contexte d'implémentation. Ici, avec la métaconférence, ce qu'on a voulu décrire, c'était un public professionnel qui utilise initialement des fonctionnalités de messagerie et de visioconférence et qui va adopter progressivement des fonctionnalités immersives dans des outils de collaboration. Et donc, vous voyez à l'écran quelques images promotionnels de certains outils qui pourraient incarner cela. Ça, c'est notre première étape. Dans notre deuxième étape, ce qu'on fait, c'est se servir de l'approche et de la matrice qu'on a définie précédemment pour se questionner sur où est-ce que vont être les impacts environnementaux. Dans le cas de la métaconférence, on a la caractéristique d'immersion qui pourrait être utile, celle de virtualisation, celle de localisation. On pourrait vouloir accéder à ce service depuis n'importe où. Et on a surtout la caractéristique de simultanéité pour avoir cet échange en ligne. Ensuite, on sert de la matrice. Qu'est-ce que ces caractéristiques, finalement, vont faire sur l'évolution du système numérique? Alors, avec l'immersion, on va avoir de nouveaux terminaux immersifs, un casque de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée, éventuellement couplées à un ordinateur ou un téléphone pour faire la connexion à Internet. Avec la simultanéité, on va avoir des exigences sur les réseaux. Il nous faut des latences assez honnêtes pour pouvoir communiquer. Et le combiné immersion-simultanéité, lui, va amener une exigence encore plus forte sur les réseaux, puisque demandant des débits plus élevés et plus de trafic. Et donc, c'est aussi dans cette deuxième étape que peuvent avoir lieu des quantifications pour éclairer les impacts qualitatifs dont je viens de parler. Et enfin, la troisième étape, celle dans laquelle on vient discuter cette empreinte environnementale. Et la proposition qu'on fait ici, c'est de se servir de justement la décomposition en différentes caractéristiques pour venir discuter l'empreinte environnementale de chaque caractéristique. La simultanéité sans l'immersion, c'est un impact sur les réseaux. L'immersion, qu'est-ce que ça a comme impact? Les terminaux, les réseaux, mais au fait, qu'est-ce que m'apporte l'immersion? Dans quel contexte? Et pour quel groupe d'utilisateurs? Et qu'est-ce que j'ai comme alternative? Et que m'apporte la simultanéité? Est-ce que c'est de la productivité? Est-ce que c'est de la convivialité? L'idée est de réfléchir à chaque contrepartie pour chacune des directions possibles et envisagées afin de sélectionner un ensemble de directions qui auraient une empreinte carbone pas trop excessive. Et dans un deuxième temps, ce qu'on peut faire, c'est de se demander si cet outil peut être utile à la décarbonation, notamment parce que les réunions en ligne peuvent faciliter le travail à distance. Et donc peut-être que la métaconférence pourrait s'insérer dans un contexte de substitution à des mobilités carbonées. Encore faut-il bien l'évaluer, et donc c'est l'enjeu des quelques recommandations qu'on propose ici.
Il faut que l'analyse pour évaluer cela soit systématique. Selon l'endroit, le contexte, les résultats peuvent être tout à fait différents selon les lieux, les habitudes des personnes, les autorisations de travail à distance, les habitudes des entreprises, etc. Il faut que l'analyse soit exhaustive. Ça paraît bête dit comme ça, mais on le voit de temps en temps, compter seulement les émissions évitées est clairement un écueil. Il faut réfléchir aux conditions de pertinence du cas d'usage en considérant des effets de second ordre, la mobilité, le logement, le bâtiment, et éventuellement des effets de troisième ordre, comme des effets de relocalisation. Et il faut identifier les conditions de pertinence aussi de ce mécanisme de substitution. Est-ce que la conférence immersive attire de nouveaux utilisateurs vers le travail à distance par rapport à une visioconférence par exemple, ou est-ce que c'est un service simplement plus gourmand en énergie? Voilà quelques questions qu'on a identifiées et notre méthode en 3 étapes. Et donc, pareil que pour la partie précédente, si vous avez des retours, vous pouvez nous les envoyer. Comme prochaine étape à ces travaux, il y en a une qui est imminente et qui sont les ateliers qui vont avoir lieu tout à l'heure. Maxime le disait en introduction, mais je le répète, on est désolé de ne pas avoir pu sélectionner tout le monde, mais il y a eu de nombreuses demandes. Et comme étape d'ici nos travaux finaux, on a envie de quantifier les empreintes énergétiques et climatiques de différentes offres et surtout dans différents contextes d'utilisation de monde virtuel en déclinant la méthodologie proposée sur de nouveaux cas et identifier les conditions de pertinence dans lesquelles certaines typologies de monde virtuel seraient compatibles de la double contrainte carbone ou seraient à dissuader. Finalement, en conclusion, ce que je dirais, c'est que nos travaux ce qu'avaient montré nos travaux en 2021, c'est que si on veut que les gains d'efficacité résultent en une maîtrise de la consommation énergétique, il faut infléchir les volumes de données et les volumes de terminaux. Et donc ce qu'on fait là, en réfléchissant sur les mondes virtuels, c'est réfléchir à comment permettre cette inflexion des volumes de données et de terminaux via les offres futures et le dimensionnement de notre système numérique. Je vous remercie de votre attention et on va passer sans plus entendre à la partie sur les réseaux. Parfait. Je prends donc la main pour effectivement parler des réseaux. Parce que si vous avez fait attention à tout ce que Marlène vient de dire, c'est un des mots qui a le taux d'occurrence le plus élevé et c'est pas un hasard. C'est pas un hasard méthodologique parce qu'on fait les 2 projets en parallèle, mais ce n'est pas non plus un hasard quantitatif et on va dire d'un point de vue d'une logique systémique, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, le deuxième projet qu'on a mené, donc avec le deuxième groupe de travail en parallèle, et de manière évidemment imbriquée tout au long du processus, s'intéresse à la question de la place spécifique des infrastructures réseau dans les contraintes carbone. Le numérique pouvant être décrit avec les 3 tiers, du coup, les centres de données, les terminaux et les réseaux. Et là, l'idée, c'est de se poser la question spécifiquement sur les réseaux. Oui, en fait, les réseaux dans le cadre de la double contrainte carbone. Je repars du petit schéma que vous avez vu apparaître en bas à droite des slides de Hugues en introduction tout à l'heure, dont on se sert depuis quelques années pour raconter l'interaction qui existe, les interactions qui existent entre le système d'usage, au sens de la sociologie des usages, et au sens de la dynamique de système, c'est-à-dire ses dynamiques propres, sa cohérence propre et ses interactions internes, et va interagir avec le système des infrastructures. Bon, tous ces mots compliqués pour dire quoi? Concrètement, d'un côté, on a ce qu'on fait avec le numérique. Ça va de la voix à la réalité virtuelle. C'est là que les mondes virtuels, on a un point de connexion évident entre les travaux qu'on fait dans le cadre des réseaux, du groupe de travail réseau, et le cadre du rapport sur les mondes virtuels. De l'autre côté, on a les infrastructures physiques. Alors là, on a mis 2G, 3G, 4G, 5G, parce qu'en fait, on va particulièrement parler des infrastructures mobiles, mais c'est pas que ça. Là, dans l'infrastructure physique, on parle des réseaux, donc c'est les câbles sous-marins qui traversent l'Atlantique, mais pas que. C'est l'intégralité en fait des infrastructures qui permet de transférer la donnée d'un point A à un point B. C'est aussi les centres de données du coup qui sont intégrés à tout ce système, et les terminaux qui nous permettent à la fin de consommer et d'émettre des données. Et du coup, entre ces 2 composantes, il y a un effet dans un sens où les nouveaux usages vont appeler des nouvelles capacités de réseau. C'est-à-dire que si je décide de déployer de la réalité virtuelle absolument partout sur le territoire pour tout le monde, dans le monde entier, accessible à tout moment avec la même qualité de service,
il va falloir des réseaux qui ne sont pas encore déployés aujourd'hui. Donc, si je veux rendre ça possible, derrière, je vais demander à ce qu'on déploie de nouvelles infrastructures. C'est pas vrai pour tous les usages, évidemment. Je veux dire, le lien n'est pas automatique parce que certains nouveaux usages peuvent aller utiliser certaines ressources de l'infrastructure physique, réseaux, centres de données, terminaux, qui ne sont plus utilisés par ailleurs, etc. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a un lien direct entre une partie des nouveaux usages et en tous les cas les évolutions qu'on veut donner à ce qu'on fait avec le numérique et les infrastructures physiques en tant que telles. Dans l'autre sens, si on crée des infrastructures physiques qui permettent des nouvelles choses, eh ben, il y a des nouveaux usages qui vont se déployer. Pour prendre un exemple, je suis prêt à parier que personne dans les années 70 n'a regardé une vidéo YouTube dans le métro, parce que c'était pas possible. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de terminaux, il y avait des métros. Et il n'y avait pas d'infrastructure réseau pour transmettre ces données, ces contenus qui n'existaient pas encore. Donc en créant l'infrastructure, et personne dans les années 70 a émis le besoin explicite « je veux pouvoir regarder YouTube sur un smartphone dans le métro ». Bon, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que YouTube ni le smartphone. Donc, la création du smartphone, la création de la plateforme, la mise à disposition de ces contenus et des réseaux qui permettent de les acheminer ont créé des usages qui n'étaient pas là avant. Et en fait, ça, c'est l'effet d'or. C'est que les nouvelles capacités, tout d'un coup, on peut faire des nouvelles choses, on va se demander comment exploiter ces nouvelles capacités. Et du coup, maintenant, on a des réseaux plus performants, avec moins de latence, qui couvrent plus d'endroits, donc je peux regarder de la vidéo en mobilité, ce que je ne faisais pas du tout avant, ça ne passait pas par la tête. Donc l'idée, c'est de comprendre que ces deux composantes sont les deux faces d'une même pièce, où ça fait une boucle. Et là, je ne pouvais pas le représenter en 3D de manière claire et simple, sur un slide en 2 dimensions. L'idée, c'est de se dire que si c'est les deux faces d'une même pièce, vous ne faites pas varier la taille de la pièce sans faire varier la taille des deux faces simultanément. Et donc, les infrastructures physiques avec lesquelles on fait des choses dans le monde numérique sont liées aux choses qu'on fait. Et ça a l'air évident, mais en fait, c'est une grille de lecture qui est absolument essentielle à comprendre si on veut comprendre pourquoi on s'intéresse d'un côté, par exemple, au monde virtuel, pour comprendre quelles sont les possibilités de futur pour les infrastructures réseau. Une fois qu'on a compris cette interaction, on comprend, pour commencer à zoomer sur la partie infrastructure, on comprend qu'il y a des dynamiques qui vont structurer les spécificités de l'infrastructure technique pour répondre en fait aux usages, pour répondre à ce qu'on veut en faire. Ces infrastructures, nous, dans le cas présent, dans le cadre de ce rapport intermédiaire, on s'est centré sur la partie réseau. Et la partie réseau, elle est caractérisée par un certain nombre de caractéristiques techniques, dont les débits et fréquences utilisées, la latence, la couverture, entre autres. On va revenir dessus, mais c'est à partir de cette caractérisation de la partie réseau de toute l'infrastructure numérique qu'on va essayer de déployer le raisonnement. Avant ça, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au réseau particulièrement ? La première raison, c'est celle que j'expliquais au-dessus, c'est que c'est partie intégrante du système et que c'est lié aux usages. La deuxième, c'est que quantitativement, les réseaux ne sont pas négligeables dans l'empreinte carbone du numérique mondial. C'est 12% dans les modélisations qu'on a fait en 2021, ça va jusqu'à 25 à 35% dans le reste de la littérature scientifique. C'est du coup une part intégrante dans la dynamique du système numérique, mais aussi en fait dans les émissions, les impacts carbone-énergie de celui-ci. Si on zoome un petit peu sur, du coup, là, j'ai zoomé sur la consommation électrique, donc dans la partie utilisation, je ne prends pas en compte la partie production dans ce slide, des réseaux dans le monde. Donc ça, c'est les chiffres mondiaux issus de nos projections 2021, enfin, de nos modélisations et projections 2021. Aujourd'hui, les réseaux sont caractérisés par une dynamique d'augmentation de la consommation électrique tirée par les infrastructures mobiles. Pourquoi ? Parce qu'elles consomment plus unitairement que le fixe et qu'on les déploie de manière très très large. Aujourd'hui, elles représentent 1,5 fois la consommation électrique des infrastructures mobiles. Alors, les infrastructures mobiles, c'est de la 2G à la 4G typiquement. Donc, c'est les antennes que vous avez sur les toits. L'infrastructure fixe, ça va être, pour très schématiser, le modem que vous avez à la maison. Aujourd'hui, la consommation des infrastructures mobiles, donc qui vont plutôt servir aux usages en mobilité, comme son nom l'indique, représente 1,5 fois celle des réseaux fixes. Ce qui donne, je vous refais le calcul dans l'autre sens, c'est notre manière de le raconter, que les infrastructures mobiles représentent 60% de la consommation électrique totale des réseaux. Donc, dans l'infrastructure technique, on a décidé de zoomer sur l'infrastructure des réseaux. Dans l'infrastructure des réseaux, ce que je vais vous montrer après, on se penche particulièrement sur les infrastructures mobiles, parce que quantitativement,
c'est prépondérant dans la dynamique et dans la consommation et les impacts aujourd'hui. Et également parce que les infrastructures mobiles sont celles qui permettent aujourd'hui, celles qui sont connectées au développement d'usages majoritairement en mobilité. On a de plus en plus d'usages qu'on va essayer de rendre nomades. Je parlais de la vidéo tout à l'heure, c'est un usage qu'avant on faisait dans son salon, maintenant on le fait à peu près n'importe où. Les propositions qu'il y a par exemple avec la réalité virtuelle, les mondes virtuels, etc. vont essayer de s'appuyer en grande partie sur la mobilité. Donc en fait on va aller chercher notamment la modélisation de ces infrastructures-là parce qu'elles permettent de capter un certain nombre des problématiques qui vont se poser sur la question du dimensionnement de notre infrastructure numérique, avec en plus une variabilité dans les années qui viennent plus importante que sur les réseaux fixes ou du coup, au niveau français et européen minima, où les calendriers sont beaucoup plus écrits que sur les générations d'infrastructures mobiles à venir. Le périmètre de l'étude, donc, se répartit comme tel. On a les réseaux mobiles qui vont être le cœur de la modélisation, de la méthode en fait, qu'on a proposée dans le rapport intermédiaire à ce stade. L'idée, c'est vraiment de prendre la modélisation qu'on avait déjà effectuée au sein de nos travaux précédents Shift et de l'affiner, de la consolider pour lui donner une nouvelle utilité, et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Il y a les réseaux satellitaires qui vont faire l'objet d'un atelier tout à l'heure, dont l'objectif de cet axe de travail, c'est d'aller questionner la place des infrastructures satellites qui sont aujourd'hui donc dans la partie télécommunications, qui sont aujourd'hui une nouvelle infrastructure qui propose des services différents ou par un biais différent des infrastructures terrestres. Et la question, c'est quelle est la place des constellations aujourd'hui satellitaires pour usage mobile dans les questions qu'on va poser sur les réseaux mobiles. Est-ce qu'il y a des substitutions? Donc en fait, on ne déploie pas certains réseaux terrestres parce qu'on déploie certains réseaux satellitaires. Est-ce qu'en fait, on a un empilement des usages et du coup, on va utiliser à la fois l'infrastructure satellite et l'infrastructure terrestre? C'est ces questions-là qu'on veut aller tirer d'une manière quantitative et stratégique. Et du coup, en dernier, il y a les réseaux fixes où les dynamiques sont beaucoup plus identifiées et du coup, on va les intégrer dans le contexte de ce qu'on va raconter sur les réseaux mobiles et satellitaires sans recommencer, en fait, rebâtir une nouvelle modélisation dessus. Donc l'effort de modélisation va être sur les réseaux mobiles et sur les réseaux satellitaires. Et ce que je vais vous présenter là, c'est sur les réseaux mobiles parce que c'est là-dessus qu'on a pu produire une méthodologie qui commence à être consolidée. Avant de passer à la dite méthodologie, il y a le périmètre géographique qu'on a choisi. Le périmètre géographique, il a 3 niveaux. Le premier, c'est le niveau français. C'est le cas d'étude qu'on utilise pour construire la méthode qu'on va vous présenter juste après. Cette méthode, elle est construite pour être applicable, pour être modulaire et applicable à d'autres situations, à d'autres zones géographiques, d'autres pays, etc. L'idée étant à terme, dans les travaux qu'on va mener dans les années qui viennent, de s'appuyer sur cette méthode pour éclairer les trajectoires et décisions stratégiques au niveau européen minima. Le niveau européen, l'Union européenne étant une maille minimale, cohérente, avec les dynamiques, pour donner des dynamiques à ce qu'on appellerait un système numérique avec une cohérence intrinsèque. Voilà. C'était donc le contexte. La méthodologie en tant que telle, qu'on a déployée du coup sur les réseaux mobiles. Elle s'appuie sur 3 piliers. Sur la construction de scénarios, qui nous permet, on va le voir, de faire ressortir en fait, les points de force de la réflexion, les points de force des futurs possibles, les points de pivot en fait, qui vont diriger le système numérique d'un côté ou d'un autre par rapport à son impact quantitatif final, et du coup de comprendre où doivent se concentrer majoritairement les débats et les discussions. Une approche prospective et une méthode de modélisation. L'approche prospective, on va voir qu'on l'a fait en backcasting plutôt qu'en forecasting, je vais expliquer ce que c'est qu'après. Et la méthode de modélisation, on a fait de la modélisation qui était conséquentielle plutôt qu'une modélisation tendancielle, et pareil, je détaille ça juste après. Je commence donc par les scénarios, je vais vous les faire dans l'ordre pour n'embrouiller personne. Les scénarios réseau mobile qu'on a construits à ce stade, au niveau français, du coup, comme je disais, c'est le cas d'étude qu'on utilise pour construire notre modèle et notre méthode, s'appuie sur, on va dire, 3 grandes charpentes. C'est la stratégie de déploiement des générations réseau à venir, une stratégie de l'offre qu'on a traduit en fait dans les dynamiques de mutualisation des équipements, et la dernière charpente qui traduit l'évolution de la demande, du panier de services, de la qualité de service, etc.
dans le premier axe, donc dans ce tableau, les cases que vous voyez écrites en orange sont les cases qui traduisent le business as usual, se le dire en anglais, à savoir les tendances qui existent déjà aujourd'hui. On a prolongé ce qui existait aujourd'hui. Donc pour la stratégie de déploiement des réseaux, c'est ce qui est déjà inscrit dans le cahier des charges ARCEP 5G. Pour l'offre, du coup, c'est les dynamiques actuelles pour les mutualisations qui sont déjà à l'œuvre. Donc les mutualisations, c'est les équipements réseau qui vont être mutualisés entre plusieurs opérateurs. On a 4 opérateurs en France. Et du coup, ces opérateurs vont avoir le choix soit d'avoir chacun leurs antennes et leurs équipements réseau, soit de mutualiser certains de ces équipements, soit directement, soit du coup les équipements de point haut, c'est-à-dire les pylônes sur lesquels on va installer les équipements réseau, ou les équipements eux-mêmes. L'idée, c'est de faire apparaître à l'intérieur de nos scénarios ces dynamiques-là qui peuvent changer par rapport aux dynamiques actuelles. Et la dernière ligne, c'est plus centré sur la demande, et du coup, je vais détailler juste après quelles sont les variables exactes derrière ça. Tout ça pour construire, du coup, là, 6 scénarios. C'est pas figé, ces scénarios ils sont là pour discuter. Donc si dans les ateliers ou en dehors des ateliers, notamment par mail, encore une fois, vous avez des remarques sur la pertinence de certains de ces scénarios, qui ne sont pas là et qui selon vous devraient l'être, n'hésitez pas, c'est pour ça qu'on les propose à ce stade. Donc dans le maximaliste, l'idée c'est de poursuivre une tendance qui serait tous les usages accessibles pour tout le monde avec le maximum de capacité tout le temps, en tout point du territoire. Le cahier des charges actuel, ça s'appuie en fait sur les dynamiques tendancielles qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui en termes d'évolution des usages, des flux de données, des volumes de données par personne, de cahier des charges des déploiements notamment de la 5G et des prochaines générations. Le zéro zone blanche est un scénario qui va plutôt mettre l'accent sur, qui va renforcer en fait, qui va prioriser la couverture des zones d'habitation avant tout, devant d'autres types de couverture, comme les routes, les champs, etc. L'urbain va favoriser les usages, la mise à niveau du réseau et des capacités réseau aux endroits où les usages sont les plus intenses. Donc en fait, ça retombe sur les zones urbaines. Le mutualisé, ça va être le scénario, on va faire apparaître le rôle de la mutualisation par rapport à la tendance dans l'impact final. Donc en fait, c'est le scénario cahier des charges, mais avec une mutualisation intense. Et le sobre, qui est insobre, parce qu'à ce stade, on ne sait pas à quoi il ressemble. L'idée, c'est le but de l'exercice, c'est d'aller chercher dans chacune des 3 charpentes quelles sont les variables qu'on peut transformer pour rendre l'impact final compatible avec les contraintes. Et ça, c'est l'approche backcasting que je vous décris. Juste après, vous détaillez rapidement ce qu'il y a à l'intérieur en termes de paramètres des 3 charpentes. Dans la partie stratégie, il y a le calendrier de déploiement et le choix de déploiement. Est-ce qu'on déploie de la 4G, de la 5G, de la 6G, est-ce qu'on éteint certaines générations, etc. et où et quand. Quand. Le où, c'est dans le deuxième paramètre, c'est la couverture, donc c'est le nombre de sites. Est-ce qu'on couvre en superficie, en population? Est-ce qu'on couvre, 3e case, les routes, les autoroutes, les axes ferroviaires? Est-ce qu'on couvre les sites industriels et professionnels avec des services particuliers, services différenciés? Donc ça va être des sites industriels où on veut créer des chaînes de valeur connectées, ça va être des endroits où on veut déployer de la chirurgie à distance, etc. Et est-ce qu'on veut déployer l'agriculture connectée au réseau mobile? Auquel cas, on a du coup une stratégie de déploiement qui va être différente, puisqu'il faut par exemple couvrir des champs. Dans la partie offre, c'est les 2 types de mutualisation que j'évoquais tout à l'heure, donc soit passive, soit active, en partageant les fréquences elles-mêmes, donc les équipements, ou alors seulement les pylônes. Et la dernière charpente a à l'intérieur ce qui concerne le trafic et sa gestion. Donc c'est les niveaux de trafic, la quantité et les performances en termes de latence, etc. C'est la capacité d'interconnexion, notamment vis-à-vis de l'Internet des objets, et donc de l'évolution du nombre et du type d'objets connectés, et la gestion de la variabilité temporelle, c'est-à-dire est-ce qu'on dimensionne le réseau pour absorber des pics qui sont très importants ou des pics qui sont moins importants, et en fait sur quel taux de charge finalement on va dimensionner le gros de l'infrastructure réseau. Voilà, ça c'est la première partie, c'est le premier axe, le premier pied, puisque c'est un tabouret à 3 pieds, à 2 ça marche moins bien. Le premier pied, du coup, de notre méthode. Donc c'est la construction des scénarios qui nous permet de projeter un peu le panel des futurs possibles. Ensuite, l'approche backcasting, comme je le citais tout à l'heure,
elle vise à faire de la prospective, mais plutôt que prendre des tendances existantes et les projeter dans le futur, ce qu'on sait très bien faire au Shift, on veut inventer, enfin, on n'invente pas du tout, on veut mettre en œuvre une approche qui part dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que, Hugues l'a très bien dit tout à l'heure, on a une montée en compétence des acteurs et des parties prenantes qui nous pousse à vouloir apporter autre chose maintenant que juste la projection et comprendre quelles sont les dynamiques, même si le travail n'est pas fini. C'est pour ça qu'on a mis une introduction à chacune de ces parties, mais du coup produire un outil complémentaire. L'approche backcasting, en fait, elle part des contraintes qui s'appliquent à l'infrastructure, donc ça part des objectifs que Hugues a cités tout à l'heure. On doit faire moins 30% en 2030, comment ça se répercute sur les différentes infrastructures et donc sur l'infrastructure réseau, et à partir de là, se dire, bon, quels futurs sont possibles? Comment on peut agencer les choix de déploiement, les choix de les niveaux de mutualisation et les choix d'évolution de demande de trafic, de demande et de trafic, pour rester compatible avec les contraintes. Et donc évidemment, il y a plusieurs scénarios possibles, c'est-à-dire qu'on peut faire plusieurs agencements des trois grandes charpentes et des variables qui sont à l'intérieur pour créer une infrastructure réseau qui est compatible avec les contraintes, avec ces moins 30%. L'idée, c'est de comprendre quels sont les arbitrages, parce que quand il y a contrainte, il y a arbitrage, quels sont les arbitrages à faire, à documenter, pour construire des choix et des stratégies qui donnent une infrastructure qui soit compatible avec les contraintes. Voilà. Le dernier pied de notre tabouret, c'est la méthode conséquentielle, méthode de modélisation conséquentielle. Jusqu'ici, on s'appuyait sur une méthode tendancielle dans les rapports du Shift entre 2018 et 2021. La méthode tendancielle, c'est qu'on part des tendances actuelles, donc des évolutions lissées des consommations. Donc là, par exemple, j'ai repris les consommations électriques des réseaux qu'on a vu tout à l'heure, jusqu'en 2020, donc c'est l'historique. À partir de là, on va en tirer certains ratios, dont le fameux kilowattheure par gigabyte qui, pour ceux qui ont suivi le feuilleton du numérique au Shift, a fait couler de l'encre, mais aussi a produit de la connaissance. À partir de ces ratios-là, qui incluent du coup la part fixe de consommation des réseaux, parce qu'en gros, quand vous déployez un réseau, il y a une partie de la consommation qui sera toujours là, parce que le réseau on le laisse allumer, et une partie qui va varier suivant le niveau auquel on utilise. À partir de ces ratios, qui incluent tout, on peut en prolonger les tendances, en incluant l'évolution de l'efficacité énergétique, etc. Et ça nous permet de prolonger les tendances. Ce que permet, c'est, à partir du coup des projections d'évolution du trafic. Si je fais transiter plus de choses, alors j'ai plus de consommation. Ce qu'il y a comme hypothèse derrière ce ratio et derrière cette approche, en incluant une part fixe qui ne dépend en fait pas du trafic, c'est qu'on considère que ce qui utilise l'infrastructure est responsable d'une partie du coût fixe. Sinon, l'infrastructure ne serait pas là s'il n'y avait aucun usage dessus. Voilà. Si personne n'utilisait Internet, on ne déploierait pas des câbles. À quoi ça sert, cette méthode? Cette méthode, elle sert à décrire les liens entre les deux blocs qu'on décrivait tout à l'heure en termes de tendance. C'est-à-dire que ça permet de décrire l'interaction qu'il y a entre la production de nouveaux usages et le déploiement et les tendances derrière infrastructurelles. Ce qu'on applique dans ce nouveau rapport, c'est une méthode de modélisation conséquentielle. La méthode de modélisation conséquentielle, l'idée c'est de partir des choix de déploiement, de mutualisation et d'évolution de demande du coup, que je listais tout à l'heure, donc c'est la base de nos scénarios, et de comprendre, suivant ces choix de déploiement, en fait combien j'ai d'antennes de points hauts et d'équipements dessus et quel type d'équipement pour répondre à quelle demande, et de faire l'inventaire de tout ça. Voilà. On a tant de points hauts en France d'ici 2030 avec tant d'équipements, tel type d'équipement, avec les spécificités techniques et les consommations fixes et variables de chaque équipement, et à partir de ça, on déduire les impacts à la date donnée. L'avantage de cette méthode, l'objectif de cette méthode, c'est d'éclairer directement la prise de décision et les choix stratégiques. Parce qu'on part des choix stratégiques, on dit si vous prenez telle décision, alors on a tel impact. Et donc ça nous permet de passer à une nouvelle étape, qui est complémentaire de la première, à une nouvelle étape de la réflexion sur les sujets de l'impact environnemental du numérique, pour comprendre non plus uniquement les tendances dans lesquelles on a inscrit l'évolution combinée des usages et des infrastructures, mais bien les choix directs des déploiements et des stratégies de déploiement des usages et des infrastructures qu'on va faire dans les prochaines années. Pour faire tout ça, on a produit un modèle. Il y a un modèle qui a été construit donc, par le groupe de travail, dont la vue schématique est celle-ci.
on a d'un côté la partie amont qui va prendre en compte les choix de déploiement, les choix techniques, donc est-ce que c'est de la 4G, 5G, 6G, à quel niveau, etc., et les évolutions des usages, pour ensuite faire l'inventaire matériel dont je parlais juste là, et à partir de l'inventaire matériel, si on sait le contenu carbone dans production et les consommations, on peut aussi traduire en carbone et énergie des équipements déployés, du coup on arrive à la partie aval. Et donc c'est comme ça qu'est construit le modèle, je vais passer assez rapidement dessus parce que du coup il y a la description exhaustive dans le rapport. Pour les personnes qui sont dans l'atelier du coup sur les réseaux, vous allez avoir le temps d'en discuter avec le groupe de travail et les personnes qui ont construit le modèle, et les retours par mail du coup sur cette partie-là sont toujours les bienvenus. Donc on a une partie amont qui va prendre en compte en fait les différentes variables que vous avez vues apparaître dans les scénarios-là. Elles se retrouvent dans chacune des entrées du modèle pour comprendre quels sont les enjeux de couverture, quels sont les choix de couverture, quels sont les choix qui ont été faits pour répondre à une demande spécifiée, et derrière pouvoir faire l'inventaire matériel de tout ça, qui va dépendre du temps, ça dépend à quelle date on se place, il y a un calendrier de déploiement, des zones qu'on décide de couvrir de telle manière ou non, de quelle génération on utilise, quelle technologie, quelle fréquence, quel type de matériel, etc. Et la méthode qu'on utilisera pour gérer les variations temporelles, et donc la charge des sites, plus l'impact de la virtualisation, qui est une des briques en fait, qui va influencer les dynamiques, les choix de déploiement qu'on va faire exactement dans les infrastructures réseau. Tout ça, ça nous permet derrière de faire l'inventaire, de transformer l'inventaire matériel en un inventaire carbone-énergie à partir des contenus carbone et des consommations des différents équipements, et derrière d'en sortir du coup le chiffre in fine, à savoir l'impact du système réseau, du coup, des infrastructures réseau d'ici 2030. La suite des travaux. Entre le rapport intermédiaire et le rapport final, l'idée, ça va être de modéliser les trajectoires selon les choix stratégiques qu'on va faire, avec des résultats quantitatifs avec notre cas d'étude France, notre premier cas d'étude, et de produire une méthodologie qu'on va pouvoir réappliquer à différentes zones géographiques dans les années qui viennent et à terme au niveau européen. Ça va aussi être, et du coup c'est le contenu du rapport final, en fait ces 3 points, c'est de produire des recommandations stratégiques pour aiguiller les opérateurs, les entreprises de services numériques, les équipementiers, les pouvoirs publics, les régulateurs, etc., pour éclairer les décisions qu'on va avoir à prendre dans les prochaines années sur nos réseaux et qui vont être déterminants pour les 10 ans qui viennent. Parce qu'une fois qu'on a déployé les réseaux, ils sont là pour une dizaine d'années au minimum. À plus court terme, les ateliers collaboratifs, du coup, avec un atelier sur les réseaux mobiles, où l'idée va vraiment être de creuser le modèle que je viens de vous présenter, déjà de le présenter dans son détail, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, soulever le capot un petit peu, capot de vélo. Et le deuxième atelier va être sur les réseaux satellitaires, l'idée étant de sortir les premiers ordres de grandeur qui existent aujourd'hui, qu'on a pu rassembler, et de discuter sur la manière de creuser cette question-là. Voilà pour les présentations. Merci de votre attention. On a répondu à la majeure partie des questions, à toutes les questions qu'on pouvait dans la partie Q&A de la Q&R, si vous avez la version française de Zoom, directement du coup à l'écrit. N'hésitez pas à continuer de nous poser vos questions, vous faire vos retours par mail, encore une fois, qui apparaissent ici, qui sont aussi sur le 4e de couverture des rapports. Et on va pouvoir passer du coup maintenant à la deuxième partie de la journée, donc pour les personnes qui ont pu être retenues sur les ateliers. Donc pour les personnes qui ont pu être retenues sur les ateliers, vous avez reçu un lien Zoom, un deuxième lien Zoom pour la suite de la journée par mail. Pour les autres, je vous remercie beaucoup d'avoir été présentes et présents aussi nombreux, parce qu'on est beaucoup de monde. Et du coup, on vous donne rendez-vous soit dans les ateliers, soit par mail. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire vos retours, qui sont précieux. Et le but, c'est d'intégrer tout ça d'ici la fin du premier trimestre prochain pour la publication du coup du rapport final. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous, et du coup, soit tout de suite, soit très vite. Merci.